Edmée Chandon, 1885-1944, est la première femme à intégrer le corps des astronomes de l'Observatoire de Paris. Mais elle est souvent seulement présentée comme la première astronome française professionnelle. Cette présentation a deux effets: ne pas parler de son travail scientifique, ni des autres françaises astronomes avant elle. La carrière de Chandon est facilitée par deux réglementations. La première a lieu avant sa naissance avec la loi Camille C de 1882, qui crée les lycées de jeunes filles. Elle doit encore passer le baccalauréat en candidate libre car les lycéens n'y sont pas encore préparés, mais c'est alors de moins en moins rare. Après le baccalauréat, elle passe une licence S sciences mathématiques à la Sorbonne en 1906. À l'époque, s'il y a de plus en plus d'étudiantes, elles sont encore très minoritaires, en particulier dans les facultés de sciences. Puis, elle prépare l'agrégation de mathématiques de jeunes filles, où elle est reçue première en 1908. La même année, une deuxième réglementation lui est favorable. Les conditions pour intégrer le corps des astronomes sont définies par un décret pour limiter le népotisme. Il faut faire au moins 2 années de stage à l'observatoire, puis attendre qu'un poste se libère pour postuler. Le corps des astronomes regroupe chercheurs et chercheuses qui doivent accomplir des tâches scientifiques d'intérêt général d'observation, et sur le reste de leur temps, elles peuvent effectuer leurs propres recherches. Il comprend 3 grades: aide-astronome, astronome adjoint et astronome titulaire. Elle intègre ainsi l'observatoire comme stagiaire en novembre, puis devient membre de la Société astronomique de France. Pendant son stage, elle rencontre un autre stagiaire, Jacques-Jean Trousset. Les deux se marient rapidement et se séparent après quelques jours. Le divorce est prononcé à peine une année après le mariage. Il est probable que ce soit cette expérience qui lui fera dire lors d'une interview des années plus tard: très sincèrement, je crois que ma fonction est inconciliable avec le mariage qui réclame la présence à peu près constante de la femme auprès de l'époux et des enfants. D'ailleurs, le célibat, c'est bien mon genre, et je suis parfaitement heureuse. Si effectivement elle ne se remarie jamais, Chandon aurait refusé une autre demande en mariage d'un collègue calculateur qui la harcèlera. Il sera licencié de l'observatoire mais continuera son harcèlement. Cela ira jusqu'à une tentative d'assassinat. Cette agression lui laisse une cicatrice au-dessus de la lèvre que l'on aperçoit sur son portrait. Si Chandon est plutôt protégé par l'observatoire et son directeur Benjamin Biot, ce n'est pas forcément le cas des autres femmes astronomes qui sont à la merci de leurs supérieurs masculins. Certaines subissent un harcèlement sexuel, voire probablement pire. D'autres sont victimes d'abus de confiance et de diverses pressions, comme une mademoiselle Reynaud qui voit une partie de sa paye gardée par son supérieur. Celles qui s'opposent ou se révoltent voient leur carrière fortement impactée quand elles ne sont pas simplement empêchées. Elle reste stagiaire 3 ans et demi avant de devenir aide-astronome en mars 1912. Elle devient ainsi la première femme à intégrer le corps des astronomes et donc la première femme reconnue comme astronome payée pour son travail. Elle est loin d'être la seule femme qui travaille à l'observatoire. Avant son arrivée, l'observatoire emploie déjà des femmes comme auxiliaires, en particulier pour le projet Carte du ciel, le tout sous la direction de Dorothea Klumpke. Cette dernière est la première femme ayant soutenu une thèse en astrophysique, mais elle est juste autorisée à utiliser le matériel. Elle n'a pas un grade officiel. Et tout le long de la carrière de Chandon, l'observatoire emploie de plus en plus de femmes, même si c'est plutôt dans des postes subalternes et jamais au grade d'astronome titulaire. Mais si elles sont nombreuses, elles sont limitées dans leur travail. Par exemple, au départ, Chandon ne peut pas faire d'observation de nuit, ce ne serait pas convenable pour une femme. La Première Guerre mondiale va changer la donne. Devant le manque d'hommes, la direction est obligée d'autoriser les femmes à faire des observations de nuit pour assurer la continuité de service. À la fin de la guerre, le seul homme stagiaire encore en vie ne reprendra pas son poste, préférant une situation plus stable. Ainsi, en 1920, les 5 stagiaires de l'observatoire sont des femmes. Devant cette difficulté à recruter des hommes, le stage de 2 ans non rémunéré sera supprimé en 1936. Edmée Chandon est affectée au service de l'heure qui doit déterminer l'heure astronomique à partir d'observations régulières. Quand celui-ci deviendra le Bureau international de l'heure, il aura pour but de déterminer une heure mondiale. Elle s'occupe également des instruments comme le réglage de la pendule de temps moyen et la diffusion télégraphique. Elle va particulièrement s'occuper de l'astrolabe à prisme qu'elle perfectionnera. Elle aura aussi la responsabilité de la lunette équatoriale de la tour ouest. Elle forme également les autres astronomes à leurs utilisations. Elle continue sa carrière et est nommée astronome adjointe en 1924. Et elle soutient une thèse en mathématiques, recherche sur les marées de la mer Rouge et du golfe de Suez. Sa thèse lui permettra aussi de recevoir le prix Lacaille. La même année, il y a les élections pour 2 postes d'astronome titulaire. Elle se présente aux 2, mais elle ne récolte que 13 voix à chaque fois contre 35 et 36 voix pour ses concurrents masculins.
Ce revers ne l'empêche pas de continuer son travail au sein de l'Observatoire, ni d'être reconnu par la communauté astronomique mondiale. Il s'intéresse par exemple au problème de la libération physique de la Lune. Ses travaux seront soutenus par la Caisse nationale de la recherche scientifique, qui lui permettra d'avoir 2 calculatrices à disposition. Elle recevra le prix Dôme pour ses travaux en mécanique céleste. Elle fait aussi partie de l'équipe pour l'opération mondiale des longitudes. En particulier, elle forme les astronomes d'autres observatoires à l'utilisation des instruments. Cette opération est dans la continuité du Bureau international de l'heure et vise à mesurer et transmettre l'heure de Greenwich par radiotransmission dans le monde entier. Elle est également membre de la Commission des instruments astronomiques. Une troisième et dernière réglementation va avoir un effet sur sa carrière, négatif cette fois-ci. La loi du 11 octobre 1940 sur le travail féminin émise par le régime de Vichy interdit aux femmes mariées ou de plus de 50 ans de travailler dans la fonction publique. Elle est ainsi mise à la retraite forcée en 1941. Elle a alors 55 ans. Elle fait appel de cette décision ministérielle en évoquant sa mère hémiplégique à sa charge. Le directeur de l'Observatoire et le directeur de l'Académie des sciences font également pression sur le ministère, en évoquant le fait qu'entre cette loi et celle contre le travail des personnes juives, le service du Bureau international de l'heure perd tous ses astronomes titulaires, dont son responsable et sa seconde, Chandon. Elle est réintégrée en 1943, mais sans poste d'astronome. On ne sait pas si l'Observatoire la rémunère ou si elle travaille bénévolement. Elle se représente pour un poste d'astronome titulaire, mais elle n'est pas élue encore une fois. Elle meurt malheureusement l'année suivante. Edmé Chandon a fait l'objet de nombreux articles tout le long de sa carrière, mais surtout autour de sa nomination comme aide-astronome en 1912. Nomination est saluée comme une avancée féministe et Chandon décrite comme une pionnière. Cette présentation en tant que pionnière efface d'un coup les autres femmes travaillant déjà dans les observatoires en étant salariées ou bénévoles. Dans les articles suivants, il n'est pas plus question de son travail scientifique, mais surtout de souligner son statut de pionnière. Ainsi, lors des élections des astronomes titulaires où elle se présente, les articles ne la présentent que comme pionnière, et ils ne parlent pas de ses travaux scientifiques ni de leur reconnaissance, au contraire des autres candidats masculins. Son travail est ainsi assez invisibilisé. Et même si l'astéroïde 1341 Edmé est nommé en son honneur en 1953, son travail est peu à peu oublié. Mais à partir de 2022, l'étude et le classement du fonds Edmé Chandon permet de voir l'étendue de ses recherches. Je n'ai parlé dans cette vidéo que d'une infime partie. Ce fonds comprend ses notes de recherche, une partie de sa production scientifique et de sa correspondance et est conservé à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Instagram, Blue Sky, Tumblr, Facebook, Twitter, Thread et le fait divers. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.